Chapitre 1. La vie tranquille. Christopher Bullock avait perfectionné l'art de l'invisibilité à 2 reprises dans sa vie. La première fois, c'était pendant ses 17 années au MI6, se déplaçant dans les ombres de 47 pays sous 30 noms différents. La seconde fois, c'était quand il avait pris sa retraite pour devenir bibliothécaire à Portland, dans le Maine, troquant les documents classifiés contre des cartes de bibliothèque et les cibles d'assassinat contre des avis de livres en retard. À 52 ans, Christopher avait le genre de visage que les gens oubliaient immédiatement après l'avoir rencontré, agréable mais banal, avec des cheveux bruns, grisonnants et des lunettes à monture métallique qui le faisaient ressembler exactement à ce qu'il prétendait être un homme qui passait ses journées à classer les fictions par ordre alphabétique et à aider les clients âgés à naviguer dans le catalogue en ligne. La lumière de l'après-midi de la bibliothèque filtrait à travers de hautes fenêtres, projetant des ombres géométriques sur le comptoir de prêt où se tenait Christopher. Scannant les livres retournés, ses mains se mouvaient avec une efficacité exercée. Les mêmes mains qui avaient autrefois assemblé un fusil en 14 secondes dans l'obscurité, tamponnant maintenant les dates de retour avec un calme méditatif. Monsieur Bullock. Une adolescente s'approcha, serrant une copie usée du Comte de Monte Cristo. Avez-vous d'autres livres comme celui-ci? Sur, vous savez, la vengeance. Christopher sourit doucement. Des histoires de vengeance. Laissez-moi réfléchir. Il la guida vers la section des classiques, ses doigts effleurant les dos des livres. Il y a Hamlet, bien que ce soit plus une tragédie qu'une satisfaction. Léo de Hurlevent en a des éléments, mais c'est compliqué. Il s'arrêta, sortant de Stars Tennis Balls de Stephen Fry. Celui-ci est une réécriture moderne du Comte de Monte Cristo. Plutôt bon? En fait, merci, dit-elle en examinant la couverture. Pourquoi les gens aiment-ils tant les histoires de vengeance? Christopher réfléchit à la question, pensant à la vie qu'il avait laissée derrière lui, aux cibles éliminées, à la justice rendue dans des ruelles sombres et des chambres d'hôtel, au poids qui accompagnait le fait de jouer à Dieu. Parce que dans la fiction, la vengeance est propre, satisfaisante, les méchants reçoivent ce qu'ils méritent, et le héros s'en va justifier. Il ajusta ses lunettes. La vraie vie est chaotique. Hein? Mais ne serait-ce pas bien si ça fonctionnait comme dans les livres? Demanda-t-elle. Parfois, admit Christopher. Ce serait vraiment très bien. La fille emprunta son livre et partit. Christopher revint au comptoir, où sa femme Linda lui avait laissé un mot. La réunion s'est prolongée. Dîner chez Angelo's. Ils ont été délireux. Je t'aime. Elle. Linda Morris était la directrice adjointe de la bibliothèque publique de Portland depuis 8 ans. Elle avait embauché Christopher 6 ans plus tôt. Malgré son CV clairsemé et ses explications vagues sur son emploi précédent auprès de divers contractants gouvernementaux à l'étranger, la plupart des gens auraient insisté pour des détails. Linda s'était simplement contentée de regarder dans ses yeux pendant l'entretien et de dire « Nous avons tous le droit de recommencer ». Monsieur Bullock, la question est de savoir si vous pouvez classer par ordre alphabétique et sourire au client. Il s'avéra qu'il pouvait faire les deux. Et 3 mois plus tard, autour d'un café dans la salle de pause, Linda lui avait raconté son propre nouveau départ, fuyant un mariage abusif à Boston 12 ans plus tôt, reconstruisant sa vie à partir de rien, trouvant la paix dans la structure tranquille du travail en bibliothèque. Il s'était marié 18 mois plus tôt lors d'une petite cérémonie au phare de Portland Headlight. Pas d'invité du côté de Christopher. Tous ses anciens contacts étaient morts, à la retraite ou faisaient comme s'ils n'existaient pas. Le côté de Linda était petit aussi, sa sœur Katie Miles, infirmière à Boston, et une poignée de collègues de la bibliothèque. C'était parfait. Christopher consulta sa montre. Il lui restait 1 heure avant de pouvoir fermer et retrouver Linda pour le dîner. La routine était la pierre angulaire de sa nouvelle vie. La prévisibilité, la paix, il l'avait gagnée avec du sang et des nuits sans sommeil, avec des compromis moraux qui le visitaient encore dans ses rêves. À 17h43, alors que Christopher aidait un homme âgé à trouver des romans policiers en gros caractères, son téléphone vibra, le nom de Linda apparut sur l'écran, il s'excusa et répondit « Hé, je suis sur le point de... Est-ce Christopher Bullock ?» La voix était masculine, officielle. Fausse, les anciens instincts de Christopher s'éveillèrent. « Qui est-ce ? Où est ma femme ?» Monsieur Bullock, ici l'agent Henry Knox du département de police de Portland. Il y a eu un accident impliquant votre femme. J'ai besoin que vous veniez immédiatement au Main Medical Center. Le téléphone faillit lui glisser des mains. Quel genre d'accident? Est-elle, s'il vous plaît? Monsieur, venez à l'hôpital. Entrez des urgences. Demandez-moi. La ligne se coupa.
Le monde de Christopher se contracta en un point unique de clarté terrible. Il passa aux mouvements automatiques, disant à son collègue Simon Park de fermer, attrapant son manteau, marchant jusqu'à sa voiture, mais à l'intérieur, quelque chose s'éveillait, quelque chose qu'il avait endormi 6 ans plus tôt, le prédateur ouvrait les yeux. Chapitre 2. Ce qui ne peut être défait. L'agent Henry Knox rencontra Christopher dans la salle d'attente des urgences. Le jeune policier avait le regard creux de quelqu'un qui avait tiré la courte paille pour les notifications de décès. Monsieur Bullock, la voix de Knox était douce, ce qui dit tout à Christopher avant les mots « Je suis vraiment désolé ?» Votre femme a été déclarée morte sur les lieux. Le sol bascula. Christopher s'assit lourdement sur une chaise en plastique. Comment ? Knox s'assit à côté de lui, tenant un bloc-notes mais sans lire dedans. Elle traversait Congress Street au passage piéton près de Monument Square. Un véhicule a grillé le feu rouge, l'a heurté à environ 72 km/h. Elle n'a pas. C'était instantané. Monsieur Bullock. Elle n'a pas souffert. Le conducteur. La voix de Christopher semblait distante, mécanique. Il a fui les lieux initialement, mais il a contacté son avocat il y a environ 20 minutes et se rend. Son nom est Corey Robertson. Knox hésita. Son père est Gregory Robertson. Le milliardaire de la tech, Christopher connaissait le nom, tout le monde le connaissait. Gregory Robertson avait fait fortune dans la crypto-monnaie et la technologie blockchain, bâtissant Robertson Tech en un empire de 70 milliards de dollars. Il possédait un manoir à Cap Elizabeth, un yacht plus long qu'un terrain de football, et apparemment, un fils qui tuait des bibliothécaires au passage piéton. « Quel âge a Corey Robertson ?» demanda Christopher. « 24 ans. Était-il ivre ?»« Des drogues. » Knox se tortilla inconfortablement. La toxicologie ne sera pas de retour avant quelques jours. Mais des témoins disent qu'il semblait texter en conduisant. La voiture était une McLaren 720S. Les caméras de surveillance ont capturé la plupart des faits. Puis-je la voir ? Bien sûr. Mais monsieur Bullock, je devrais vous avertir. J'ai déjà vu des corps. Agent Knox. Les mots sortirent plus durs que Christopher ne l'avait prévu. Il adoucit son ton. J'ai besoin de voir ma femme. On le conduisit dans une salle privée où Linda gisait sur une civière, couverte d'un drap blanc. Christopher s'était préparé, s'était rappelé que ce n'était plus que de la chair et des os maintenant. Qu'est Linda ? Sa Linda était partie, mais rien ne le prépara à la réalité de son immobilité. Son visage était paisible, relativement indemne. Les dommages catastrophiques avaient été infligés à son corps. Christopher resta là 3 minutes, mémorisant ses traits, les gravant dans sa mémoire. Pas pour la nostalgie, pour le carburant. Je vais devoir prendre des dispositions, dit-il enfin. Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Prenez votre temps. Mais Christopher n'avait pas de temps. Il avait une fenêtre très spécifique pendant laquelle le deuil serait attendu, les sympathies afflueraient, et tout le monde le sous-estimerait. Cette fenêtre se fermait plus vite qu'il ne le savait. Les funérailles eurent lieu 4 jours plus tard au Eastern Cemetery, le plus ancien cimetière de Portland. Linda avait un jour dit à Christopher qu'elle trouvait un cimetière historique paisible, s'y promenant pendant ses pauses déjeuner. Cela semblait approprié. Katie Miles se tenait à côté de Christopher, les yeux rougis et tremblantes. « Elle t'aimait tant », murmura la sœur de Linda. « Elle disait que tu l'avais sauvée, que tu lui avais donné une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. C'est elle qui m'a sauvé », répondit Christopher doucement. Et c'était vrai. Linda lui avait donné une raison de rester humain. Le service fut petit mais bien fréquenté. Des clients de la bibliothèque, des collègues, des membres du club de lecture. Simon Park prononça un éloge sur la passion de Linda pour les programmes de littératie communautaire. Katie partagea des souvenirs d'enfance. Christopher resta silencieux, regardant le cercueil descendre dans la terre, sentant le dernier lien avec sa vie paisible se rompre. Alors que les endeuillés se dispersaient, un homme en costume coûteux s'approcha. Il avait la quarantaine, avec des dents parfaites et le genre de bronzage qui venait des ponts de yachts. Pas des plages du Maine. « Monsieur Bullock, je m'appelle Anthony Fry. Je suis l'avocat représentant Gregory Robertson et son fils Corey. » Christopher le fixa, incrédule. « Vous êtes venu aux funérailles de ma femme. » Fry eut la décence de sembler mal à l'aise. « Je m'excuse pour le timing. Mais monsieur Robertson voulait que je vous transmette ses condoléances les plus profondes et que nous discutions d'un règlement qui pourrait aider. Monsieur Bullock, s'il vous plaît, monsieur Robertson est prêt à offrir une compensation très généreuse. 10 millions de dollars. Tout ce que nous demandons, c'est que vous signiez un accord de non-divulgation et que vous renonciez à toute poursuite civile. » Christopher fit un pas en avant. Fry était plus grand, mais il recula instinctivement. « Ma femme est en train d'être enterrée et vous parlez d'argent ?
Je comprends votre chagrin, mais vous ne comprenez rien. » La voix de Christopher était calme, mortelle. « Dites à Gregory Robertson que je veux le rencontrer face à face. »« Demain ?» Frick cligna des yeux. « Je ne pense pas que ce soit demain ou j'irai voir tous les médias de la Nouvelle-Angleterre et leur dirai qu'il a envoyé son avocat à des funérailles avec un pot de vin. » La mâchoire de Frick se serra. « Je transmettrai votre message. » Chapitre 3. L'art de la guerre. Le manoir de Gregory Robertson à Cap-Elizabeth s'étendait sur 86 hectares en bord d'océan. Un monument à la richesse excessive construit en verre et en acier. Christopher arriva à la grille le lendemain à 14 heures, conduisant sa Honda Civic de 11 ans. Le contraste ne lui échappa pas. Un garde de sécurité, professionnel, armé, ancien militaire à en juger par sa posture, vérifia l'identité de Christopher et le fouilla. Pas de téléphone à l'intérieur ? Politique des Robertson, Christopher remit son téléphone et fut escorté à travers des terrains impeccables jusqu'à un bureau surplombant l'Atlantique. Gregory Robertson se tenait près de fenêtres du sol au plafond, portant un pantalon décontracté et un polo qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Christopher. Robertson se tourna et Christopher eut son premier bon aperçu de l'homme. 61 ans, cheveux argentés, coiffés à la perfection, un corps mince entretenu par des entraîneurs personnels coûteux et des yeux qui évaluaient les gens comme un requin évalue une proie. « Monsieur Bullock, merci d'être venu. » La voix de Robertson portait la confiance lisse de quelqu'un qui avait toujours obtenu ce qu'il voulait. « Puis-je vous offrir un verre ? J'ai un excellent scotch. »« Non. » »« Très bien. » Robertson s'assit dans un fauteuil en cuir qui coûtait probablement plus que les funérailles de Linda. « Je voulais vous parler personnellement de cette terrible tragédie. Mon fils a commis une horrible erreur. Il est dévasté. »« Est-il ici ?» interrompit Christopher. Corey se repose, sous les soins d'un médecin. Le stress de tuer quelqu'un. L'expression de Robertson se durcit légèrement. C'était un accident. Monsieur Bullock, un terrible accident. Mais les accidents arrivent. Ce qui compte maintenant, c'est de réparer cela. Vous ne pouvez pas réparer cela ? Je peux essayer. Robertson se pencha en avant. 10 millions de dollars. Monsieur Bullock, exonéré d'impôts, déposé sur n'importe quel compte que vous spécifiez. En échange, vous signez l'accord de non-divulgation, vous ne parlez pas à la presse, et vous laissez le système judiciaire pénal s'en occuper sans interférence. Le système judiciaire pénal, répéta Christopher lentement, celui où vos avocats argueront que c'était un accident, obtenir une condamnation avec sursis et des travaux d'intérêt général pour votre fils. Mes avocats sont très bons, admit Robertson sans honte, mais ce n'est pas votre affaire. Votre affaire devrait être de reconstruire votre vie. 10 millions de dollars peuvent faire cela. Vous pourriez voyager, prendre votre retraite, recommencer ailleurs. Il sourit finement. Je comprends que vous êtes bon pour recommencer, n'est-ce pas ? Il y a 6 ans, vous êtes apparu à Portland avec presque aucun historique d'emploi. Plutôt mystérieux, le sang de Christopher se glaça. Robertson avait fait des recherches. Voici ce qui va se passer. Robertson continua, se levant. Vous allez prendre l'argent et disparaître. Parce que si vous ne le faites pas, je rendrai votre vie très difficile. J'ai des ressources que vous ne pouvez imaginer. J'ai des connexions dans chaque industrie, chaque agence gouvernementale. Je peux m'assurer que vous ne travaillerez plus jamais. Je peux faire enquêter sur votre passé, si je dis, aimant que chaque secret que vous cachez sera révélé. Il s'approcha. Votre femme était bibliothécaire ? Monsieur Bullock, une gentille femme, j'en suis sûr, mais soyons honnêtes. Elle était insignifiante comparée à l'avenir de mon fils. Prenez l'argent, passez à autre chose. La pièce était silencieuse, sauf pour le bruit distant des vagues. Christopher se leva lentement et quelque chose dans son mouvement fit que le chef de la sécurité de Robertson, Randy Cummings, Christopher avait noté le nom sur son badge, changea de position près de la porte. « Je dois vous dire quelque chose ?» dit Christopher calmement. « J'ai vécu dans 47 pays sous 30 alias. J'ai fait disparaître des gens qui avaient une sécurité comme la vôtre. Je connais 17 façons de tuer un homme avec des objets ménagers courants. Je peux disparaître dans une foule de 5 personnes et vous ne me trouveriez jamais. » Robertson rit. C'était un son authentique. Plein d'amusement. « Me menacez-vous ? Vous êtes bibliothécaire ? » « J'étais bibliothécaire, » corrigea Christopher, « à cause de ma femme. Parce qu'elle m'a donné envie d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de propre. » Il se dirigea vers la porte et Cummings se tendit. « Mais vous m'avez pris cela. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'étais autrefois. J'ai une sécurité, » dit Robertson en souriant encore. « J'ai la meilleure sécurité que l'argent puisse acheter. »« Je sais, » dit Christopher. « J'avais l'habitude de les former. » Il sortit, laissant Robertson rire derrière lui. «
Randy Cummings escorta Christopher jusqu'à sa voiture en silence. À la grille, Cummings dit calmement « Vous étiez sérieux là-dedans ?»« Oui. Vous devriez savoir que M. Robertson ne prend pas bien les menaces. Il viendra après vous. » Christopher regarda le chef de la sécurité. Cummings avait peut-être 45 ans, compétent, professionnel, ancien du secret service. Si Christopher le lisait bien, alors je viendrai après lui en premier. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Monsieur Cummings, vous semblez être un homme décent faisant un travail. Ce qui va se passer, ce n'est pas personnel pour vous. Restez en dehors de mon chemin et vous ne serez pas blessé. L'expression de Cummings ne changea pas. Je ne peux pas faire cela. C'est mon travail de protéger Monsieur Robertson. Alors faites bien votre travail, dit Christopher. Parce que dans 72 heures, vous allez réaliser que vous ne pouvez pas. Il s'éloigna en voiture, regardant le manoir rétrécir dans son rétroviseur. Le prédateur était pleinement éveillé maintenant. Étirant des muscles qu'il n'avait pas utilisés depuis 6 ans, la chasse avait commencé. Chapitre 4. Protocole fantôme. L'appartement de Christopher avait toujours été modeste, une pièce dans le West End de Portland, rempli de livres et de la collection de poterie de Linda. Maintenant, il se tenait au centre, le voyant avec des yeux différents, vulnérable, exposé, temporaire. Il passa 6 heures à le transformer en base d'opération. D'abord, il retira le couvercle de la ventilation dans le placard de sa chambre, tendant la main dans le conduit pour récupérer un sac étanche qu'il avait caché là 7 ans plus tôt. À l'intérieur, 3 passeports sous des noms différents. 60 000 $ en diverses devises. Un ordinateur portable avec un chiffrement de niveau militaire et un petit carnet noir rempli d'informations de contact dans un code que seul lui pouvait lire. Sa vieille vie, parfaitement préservée. Ensuite, il sécurisa l'appartement, des caméras à tous les points d'entrée, des capteurs de mouvement aux fenêtres, une plaque de pression sous le tapis de bienvenue. Quiconque viendrait pour lui serait vu, entendu et enregistré. Il achemina tous les flux vers l'ordinateur portable chiffré et 3 serveurs cloud séparés sous de faux noms. Les préparations physiques y prirent 3 heures. Les mentales avaient de commencer au moment où Linda était morte. Christopher ouvrit le carnet noir et commença à passer des appels. « Eric !» La voix de Christopher était stable, alors que son ancien contact à Londres répondait « C'est 0 ?» Silence. Puis « Bon sang, j'avais entendu dire que tu étais mort, j'étais à la retraite. Maintenant, j'ai besoin d'informations sur une cible. Gregory Robertson, PDG des Robertson Tech, j'ai besoin de tout. Protocole de sécurité, dossier financier, fichier du personnel, emploi du temps de voyage, associé connu, 0. Je ne suis plus dans le jeu, je dirige une entreprise de conseil en sécurité maintenant, légitime. Je sais, c'est pourquoi tu as accès à exactement ce dont j'ai besoin. Je paierai ton tarif standard plus 50%. Et Eric, c'est urgent? À quel point urgent? 72 heures? Eric siffla. Ce n'est pas beaucoup de temps pour un homme comme Robertson. Il a des couches de protection, alors je les éplucherai, dit Christopher. Une à la fois, il passa 4 appels de plus à Armando Houston à Miami, qui se spécialisait dans l'intelligence financière, à Brett Martin à Seattle, un détective privé avec des contacts dans les forces de l'ordre, à Noel Parks, une hackeuse à Prague qui avait autrefois aidé Christopher à localiser un oligarque russe se cachant en Ouzbékistan. Chaque conversation fut brève, professionnelle, coûteuse. À minuit, Christopher avait dépensé 18 000 $ et mis en mouvement une opération de collecte de renseignements qui rendrait la CIA jalouse. Pendant qu'il attendait l'arrivée des données, Christopher fit sa propre reconnaissance. Il passa devant le manoir Robertson 3 fois en 2 jours, notant les patterns de patrouille, les changements de car, les emplacements des caméras. Il identifia 12 membres du personnel de sécurité, 3 véhicules et une faiblesse significative. L'entrée de service utilisée par le personnel de ménage n'était pas surveillée aussi soigneusement que les grilles principales. Il rechercha aussi Corey Robertson. La présence sur les réseaux sociaux du jeune homme était étendue et idiote. Instagram montrait un mode de vie d'excès, boîte de nuit, voitures exotiques, vacances à Dubaï et l'Ibiza. Il y avait des photos de la semaine précédant l'accident, Corey dans un club de Portland appelé Voltage. Entouré de bouteilles et d'admirateurs, Christopher nota l'emplacement du club, ses heures d'ouverture, la fréquentation apparente régulière de Corey. Le 3e jour, les informations d'Eric arrivèrent, 27 pages d'intelligence détaillées sur l'empire de Gregory Robertson. Livrées via un serveur chiffré, Christopher les lut 2 fois, absorbant chaque détail, puis il commença à planifier. La sécurité de Robertson était impressionnante, mais pas impénétrable. Randy Cummings dirigeait une opération serrée,
Une équipe de 12 personnes, rotant en quart de 8 heures, anciens militaires et anciens agents fédéraux, bien entraînés et bien payés. Le manoir avait une surveillance de pointe, des salles de panique et des lignes directes vers des renforts de sécurité privée et la police locale, mais chaque système avait des vulnérabilités. Christopher avait bâti une carrière sur leur découverte. Il passa 18 heures à cartographier le monde de Gregory Robertson, identifiant les points faibles, les opportunités de levier, les points de pression. À l'aube du 4e jour, Christopher avait un plan. Il était complexe, dangereux et requérait un timing parfait. Il allait aussi envoyer un message que Gregory Robertson n'oublierait jamais. Chapitre 5. Frappe fantôme. Christopher commença par l'avocat de Corey. Anthony Fry vivait dans un condo moderne dans l'Old Port de Portland, conduisait une BMW M8 et avait une vie nocturne active qui le rendait prévisible. Christopher le suivit pendant 2 jours, apprenant ses routines, identifiant les vulnérabilités. Le jeudi soir, Fry alla à son bar habituel, un salon de cocktail haut de gamme appelé l'Easterly. Christopher était déjà là, assis dans une banquette d'angle, portant une casquette de baseball et des lunettes sans correction qui changeaient son visage, juste assez. Fry commanda son habituel, un Manhattan, haut de gamme, et commença à discuter avec le barman. Christopher attendit que Fry aille aux toilettes, puis bougea rapidement. Il apporta un petit appareil, courtesy des Noel Parks. Un enregistreur de touches déguisé en chargeur de téléphone. Il fallut 30 secondes pour le brancher dans le sac d'ordinateur de Fry qu'il avait laissé au bar. L'appareil capturerait chaque frappe sur l'ordinateur de Fry, envoyant les données au serveur chiffré de Christopher. 2 heures plus tard, Christopher avait accès aux emails, au calendrier et aux fichiers clients de Fry. Ce qu'il trouva était éclairant. Fry ne défendait pas seulement Corey Robertson. Il orchestrait une stratégie légale complète pour minimiser les conséquences. Les emails détaillaient des plans pour négocier avec le bureau du procureur pour des charges réduites. Embaucher des experts témoins pour témoigner sur les conditions routières et la visibilité. Commander des études suggérant que Linda avait marché dans la circulation de manière inattendue. Préparer une campagne médiatique dépeignant Corey comme un jeune homme détruit par un accident tragique. La froideur était stupéfiante. Ils allaient de blâmer Linda. Christopher téléchargea tout et envoya des copies à Brett Martin avec des instructions. Découvrez qui d'autre Corey Robertson a blessé. Accidents. Règlement et procureur. Creusé profondément, puis il passa à la phase 2. L'empire de Gregory Robertson était vaste, mais Christopher avait identifié une vulnérabilité. La dépendance du PDG à quelques cadres clés qui géraient les opérations quotidiennes. L'un d'eux était Elmer Stevens, le directeur de la technologie, qui détenait les clés de toute l'infrastructure de Robertson Tech. Stevens avait 58 ans, était marié et avait une liaison avec son assistante. Christopher le savait parce qu'Armando Houston avait fait un excellent travail en traçant les relevés de cartes de crédit de Stevens, des charges régulières au même hôtel du centre-ville tous les mardis et jeudis après-midi. Christopher se fichait de la liaison en soi. Il se souciait du levier. Le mardi après-midi, Christopher attendait dans le garage de l'hôtel quand Stevens arriva. Il s'approcha de la Mercedes du directeur de la technologie, plaça une petite enveloppe sous l'essuie-glace et s'éloigna. L'enveloppe contenait 3 choses. Une photo de Stevens et de son assistante entrant à l'hôtel, un imprimé des messages textes de Stevens arrangeant leur rencontre, et un mot « Je me fiche de votre vie personnelle, mais je me soucie beaucoup de votre vie professionnelle. Demain, vous découvrirez que les protocoles de sécurité de Robertson Tech ont une vulnérabilité critique. Vous le rapporterez au conseil. Vous recommanderez un audit complet du système. Vous suggérerez que cela reste confidentiel jusqu'à ce que ce soit réparé. Si vous faites cela, votre secret reste en sécurité. Si vous ne le faites pas, votre femme reçoit une copie de tout ce que j'ai. Vous avez 24 heures. Christopher n'attendit pas de voir la réaction de Stevens. Il était déjà passé à la phase suivante. Ce soir-là, avec l'assistance à distance de Noel Parks, Christopher pénétra le réseau de Robertson Tech. Ce n'était pas un piratage, c'était une infiltration fantôme. Il ne vola pas de données, ni ne causa de dommages. Au lieu de cela, il laissa des traces, des preuves d'une brèche de sécurité qui serait découverte lors d'un audit. Des preuves pointant vers un attaquant sophistiqué qui avait cartographié tout le système. Des preuves qui terrifieraient Gregory Robertson. Le mercredi après-midi, Stevens avait rapporté la vulnérabilité exactement comme instruit. Le mercredi soir, Robertson avait convoqué une réunion d'urgence du conseil et le jeudi matin, Randy Cummings coordonnait avec des experts en cybersécurité pour déterminer si la brèche était réelle.
Christopher observa tout se dérouler à travers les flux d'intelligence fournis par son réseau. Robertson était ébranlé. Le milliardaire intouchable avait découvert qu'il pouvait être touché mais Christopher n'avait pas fini. Le jeudi soir, Corey Robertson alla au club Voltage. Comme il le faisait la plupart des jeudis soirs, Christopher observait depuis l'autre côté de la rue quand le jeune homme arriva dans une McLaren différente. Apparemment, il en avait plusieurs. Flanqué de 2 amis et d'un garde de sécurité, Christopher avait envisagé de confronter Corey directement, mais cela aurait été trop rapide. Trop propre, il voulait que les Robertson ressentent d'abord la peur, qu'ils comprennent que tout leur argent et leur pouvoir ne pouvaient pas les protéger. Au lieu de cela, Christopher passa un appel, la ligne non-urgence de la police de Portland. « Je voudrais signaler un soupçon de conduite en état d'ivresse », dit Christopher calmement. « Il y a une McLaren garée au club Voltage. Plaque d'immatriculation. » Il lut le numéro de plaque de Corey. « J'ai vu le conducteur arriver en semblant intoxiqué. Je suis inquiet qu'il conduise chez lui dans cet état. Puis-je avoir votre nom ? Monsieur, je préfère rester anonyme, mais je pense que vous trouverez que le conducteur est Corey Robertson. Il est actuellement en liberté sous caution pour homicide involontaire par véhicule. Ça semble valoir la peine de vérifier. » Christopher raccrocha. 20 minutes plus tard, 2 voitures de police se garèrent devant Voltage. Elles attendirent. À 1h47, Corey sortit en titubant, visiblement ivre, se dirigeant vers sa McLaren. Le garde de sécurité essaya de le diriger vers un taxi, mais Corey le secoua, sortant ses clés. La police intervint avant qu'il ne puisse ouvrir la porte. Christopher observa tandis que Corey était testé sur le terrain, arrêté et mis à l'arrière d'une voiture de police. La caution du jeune Robertson serait révoquée. Il passerait la nuit en prison, peut-être plus. C'était une petite victoire, mais satisfaisante. Christopher rentra chez lui, sachant que la vraie pression ne faisait que commencer. Le matin, le rapport de Brett Martin arriverait et le monde de Gregory Robertson commencerait à s'effondrer de manière qu'il n'avait jamais imaginée. Chapitre 6. L'écroulement. Le rapport de Brett Martin arriva à 6h, 97 pages de détails dévastateurs. Corey Robertson avait un historique de 3 accidents précédents. Tous réglés discrètement avec des accords de non-divulgation et de l'argent. Une victime, une étudiante de 19 ans nommée Christine Shields, avait été hospitalisée 6 mois avec une lésion cérébrale traumatique. Le règlement était de 3 millions de dollars et un accord de non-divulgation avec des pénalités vicieuses pour violation. Brett l'avait trouvée. Elle était prête à parler. Christopher passa le vendredi matin en appel vidéo avec Christine et sa mère, Rosario Harding. Christine luttait encore avec la parole, avait encore des tremblements dans la main gauche. Elle traversait la rue près du campus de l'USM quand la Porsche de Corey avait grillé un feu rouge. Il ne s'est même jamais excusé d'être Christine, les mots légèrement bredouillés. Son avocat a offert de l'argent et ma mère a dit que nous devrions le prendre parce que nous ne pouvions pas payer mes factures médicales. Mais il n'a jamais dit qu'il était désolé. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'il t'a fait. Promis Christopher, à vous tous. Il y avait 2 autres victimes. Gary Russell, un cycliste heurté par derrière sur la route 77, Letitia Payne. Une mère de 2 enfants dont la voiture avait été emboutie par Corey à une intersection. Les 2 avaient des blessures permanentes. Les 2 avaient signé des accords de non-divulgation. Brett les avait convaincus de briser leur silence. Christopher assembla les preuves, dossiers médicaux, rapports de police, accords de règlement, déclaration des victimes, et les empaqueta soigneusement, puis il les envoya à tous les grands médias de la Nouvelle-Angleterre avec une lettre de couverture anonyme. Corey Robertson, actuellement accusé d'homicide involontaire par véhicule, a un pattern de conduite imprudente résultant en blessures non graves. Son père, Gregory Robertson, a utilisé la richesse et des accords de non-divulgation pour faire taire les victimes. 6 jointes sont des déclarations de 3 victimes, prêtes à témoigner publiquement. Le public mérite de connaître la vérité. Le vendredi après-midi, l'histoire éclatait. Les nouvelles locales la reprirent d'abord, puis les réseaux régionaux. Le soir, elle était devenue nationale. Le récit était parfait. Le fils gâté d'un milliardaire, de multiples victimes, un pattern de privilèges et de couverture. Les avocats de Gregory Robertson s'activèrent pour la contenir. Mais les accords de non-divulgation étaient de maintenant sans valeur. On ne pouvait pas remettre ce génie dans la bouteille. Christopher regarda la couverture médiatique depuis son appartement, ne ressentant rien, pas de satisfaction, pas de joie. Ce n'était pas pour se sentir bien, c'était pour la justice. Son téléphone sonna, numéro inconnu. « Oui, monsieur Bullock, ici Randy Cummings. Nous devons parler. » « J'écoute. » « Pas au téléphone.
Il y a un café sur Congress Street près de la librairie. Demain matin, 8h30. Venez seul. La ligne se coupa. Christopher arriva au café 15 minutes en avance, repérant les sorties et les lignes de vue avant de s'asseoir à une table d'angle. Cummings arriva exactement à 8h, l'air hagard. « Vous avez été occupé ?» dit Cummings en s'asseyant. « Je ne fais que commencer. » Cummings se frotta le visage. La brèche de cybersécurité. Le tuyau à la police sur Corée. La fuite médiatique. « C'est tout, vous. Prouvez-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. Je le sais. » Cummings se pencha en avant. « Vous aviez raison. Je ne pouvais pas le protéger. Pas de vous? Alors arrêtez d'essayer. Je ne peux pas. C'est mon travail. » Cummings marqua une pause, mais je voulais que vous sachiez que j'ai enquêté sur vous après votre départ du manoir. Passé quelques appels à des gens que je connais dans la communauté du renseignement. Vous êtes un fantôme. Bullock. À peine des enregistrements, mais les gens qui se souviennent de vous, ils sont terrifiés. Bien, Grégory ne comprend pas à quoi il a affaire. Il pense que vous êtes juste un mari en deuil qui a eu de la chance. Cummings rencontra les yeux de Christopher. Mais vous ne l'êtes pas, n'est-ce pas? Vous êtes un professionnel et vous allez le détruire. Oui, et Corey? Corey va en prison, dit Christopher. La couverture médiatique assure cela serein. Plus de deals, plus de règlements, il va faire face à des conséquences réelles. Et Grégory a insulté la mémoire de ma femme. Il a essayé de m'acheter, il m'a menacé. La voix de Christopher était froide. Il doit apprendre que certaines personnes ne peuvent être achetées ou intimidées. Certaines personnes sont plus dangereuses que tout son argent et sa sécurité combinée. Cummings fut silencieux un long moment. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Grégory planifie quelque chose. Il a peur, ce qui le rend dangereux. Il parle d'embaucher un contractant militaire privé, de vrais opérateurs, des gens qui feront plus que juste garder un manoir. Laissez-le essayer. Ce ne sont pas des gardes de sécurité, Bullock. Ce sont des tueurs. Moi aussi, dit Christopher calmement. Dites à Grégory qu'il peut embaucher qui il veut, dépenser ce qu'il veut, mais dans 72 heures, je serai dans sa maison. Et quand j'y serai, je veux voir son fils, face à face. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous semblez être un bonhomme faisant un mauvais travail. Je vous donne une chance de vous en aller. Quand les 72 heures commenceront, quittez, prenez votre équipe et partez. Ce qui se passera après ne sera pas de votre responsabilité. Cummings se leva lentement. « Vous me demandez d'abandonner mon client, je vous demande de survivre. » Corrigea Christopher. « Les prochaines 72 heures vont être chaotiques. Vous ne voulez pas être là quand ça arrivera ?» Cummings s'éloigna sans un mot de plus. Christopher finit son café, planifiant déjà la phase suivante. L'histoire médiatique avait été mise en place. Maintenant venait la vraie pression. Il était temps de faire sentir à Grégory Robertson vraiment impuissant. Chapitre 7. Le siège. Les 72 heures commencèrent à minuit le dimanche. La préparation de Christopher fut méticuleuse. Il avait passé le samedi à acquérir de l'équipement auprès de contacts à travers la Nouvelle-Angleterre, matériel de surveillance, brouilleur de communication, quelques items pas strictement légaux. Il avait aussi reçu confirmation de Noel Parks. Le système de sécurité de Robertson Tech avait une porte dérobée que Noel avait installée pendant leur opération d'infiltration fantôme précédente. Christopher pouvait voir tout, flux de caméras, capteurs de mouvement, système d'alarme. Il avait une visibilité complète sur l'infrastructure de sécurité du manoir Robertson. À 0h01, Christopher envoya un email chiffré à Randy Cummings. L'horloge a démarré. Vous avez 72 heures pour décider si vous êtes prêt à mourir pour Grégory Robertson. Je vous suggère de choisir avec soin. Puis il commença. La phase 1 était psychologique. À 2h37, toutes les lumières du manoir Robertson s'éteignirent simultanément. Le système de sécurité hurla des alertes. Les générateurs de secours s'activèrent après 30 secondes d'obscurité. Mais le message était clair. Je peux contrôler votre environnement. À 4h15, toutes les caméras du manoir s'éteignirent pendant exactement 90 secondes. Puis revinrent en ligne montrant aucune preuve d'intrusion. L'équipe de sécurité s'agita, vérifiant les périmètres, revoyant les images. Ils ne trouvèrent rien parce qu'il n'y avait rien à trouver. Christopher était à 16 km, assis dans son appartement, accédant à leurs systèmes à distance. À 6h43, l'ordinateur portable personnel de Grégory Robertson reçut un email. L'expéditeur était listé comme Linda, Morris deceased. La ligne d'objet disait « La justice arrive ». Le corps de l'email contenait une seule phrase « Votre fils m'a tout pris. Je vais vous prendre tout ». Robertson appela Cummings, paniquant. Comment cela arrive-t-il? Comment fait-il cela?
Je ne sais pas, monsieur, admit Cummings, mais je recommande que nous prenions cela au sérieux. Cet homme, je me fiche de qui il est, hurla Robertson. J'ai la meilleure sécurité que l'argent puisse acheter. J'ai des avocats, j'ai de l'argent. Cummings interrompit calmement. Vous avez de l'argent, mais il a des compétences que l'argent ne peut acheter. Et il n'a rien à perdre. Le dimanche soir, Robertson avait embauché les contractants militaires privés dont Cummings avait averti 6 hommes d'une compagnie appelée Sentinel Defense Solutions. Ils arrivèrent dans 2 SUV blindés, portant assez d'armes pour envahir un petit pays. Christopher les regarda arriver sur les flux de sécurité, étudiant leurs patterns de déploiement. Ils étaient professionnels, mais ils étaient aussi prévisibles. La formation militaire créait des patterns, et les patterns pouvaient être exploités. À 23h47 le dimanche soir, Christopher fit sa première approche physique. Le manoir Robertson s'étendait sur une propriété en bord d'océan avec des zones boisées denses sur le périmètre nord. Christopher entra par ces bois, se déplaçant comme de la fumée entre les arbres, évitant les patrouilles de sécurité avec une facilité née de années de pratique. Il n'approcha pas la maison. Au lieu de cela, il planta 3 appareils en emplacement stratégique de petits haut-parleurs alimentés par batterie connectés à des capteurs de proximité. Puis il se fondit de nouveau dans les bois. À 2h22 le lundi matin, l'un des contractants de Sentinelle déclencha un capteur de proximité. Le haut-parleur s'activa, jouant un enregistrement de la voix de Christopher. « Vous êtes exactement là où je vous veux. Vérifiez vos arrières. » Le contractant pivota, arme levée, ne trouvant rien, mais son rythme cardiaque avait monté en flèche. L'adrénaline inonda son système. La peur était entrée dans l'équation. Les 2 autres haut-parleurs se déclenchèrent tout au long de la nuit, toujours quand quelqu'un était seul, toujours avec un message différent. « Je peux vous voir, mais vous ne pouvez pas me voir. Combien Robertson vous paie-t-il pour mourir? J'ai tué des hommes mieux entraînés que vous ?» Le lundi matin, l'équipe de Sentinelle était ébranlée. Ils avaient passé la nuit à chasser des fantômes, à sursauter aux ombres. Aucune menace réelle ne s'était matérialisée, ce qui rendait cela pire d'une certaine manière. Christopher connaissait la psychologie de la peur. L'anticipation de la violence était souvent plus dévastatrice que la violence elle-même. Lundi après-midi apporta la phase 2. Christopher fit exécuter à Armando Houston une attaque financière soigneusement orchestrée, de petites ventes à découvert stratégiques d'actions de Robertson Tech, combinées à des posts anonymes sur des forums d'investissement suggérant que la sécurité de la compagnie avait été catastrophiquement compromise. Le prix de l'action commença à chuter, puis Christopher fuita aux médias que Gregory Robertson avait embauché des contractants militaires privés, essentiellement des mercenaires, pour garder sa propriété. L'optique était terrible. Un milliardaire dont le fils était accusé d'avoir tué une bibliothécaire s'était maintenant entouré de soldats armés. Le cycle des nouvelles devint vicieux. Les commentateurs demandaient pourquoi Robertson avait besoin d'une sécurité aussi extrême. De quoi avait-il peur? Que cachait-il? Le lundi soir, l'action de Robertson Tech avait chuté de 11%. Le conseil de la compagnie exigeait des réponses. Gregory Robertson perdait de l'argent et sa réputation simultanément. Et Christopher ne s'était toujours pas montré. Mardi matin, Randy Cummings reçut un autre email. 24 heures restantes, votre équipe est épuisée, ils ont peur, ils commettent des erreurs. Les intelligents quitteront. Le ferez-vous? 2 des contractants de Sentinelle quittèrent. Ils avaient repassé 2 nuits en état d'hypervigilance, chassant un ennemi qui n'apparaissait jamais, écoutant des voix fantômes dans le noir. L'argent ne valait pas la tension psychologique. Cela laissait 4 contractants, plus l'équipe originale de Cummings, mais le moral s'effondrait, on ne pouvait pas combattre un ennemi qu'on ne voyait pas. Mardi soir, Christopher Escalade, à 21h47, tout le système de sécurité du manoir s'effondra. Caméras, alarmes, capteurs de mouvement, tout devint noir. Les systèmes de secours ne s'activèrent pas. Le manoir était complètement aveugle. Le personnel de sécurité restant passa en confinement total, scellant Gregory et Corey dans une salle de panique pendant qu'ils balayaient la propriété. Ils ne trouvèrent rien. Pas d'intrus, pas de sabotage, pas de preuve d'intrusion physique. Après 2 heures, les systèmes revinrent en ligne et sur chaque ordinateur de la maison, un message apparut où « Demain soir, j'entre, plus de jeu, dites à Corey d'être prêt, il est temps que nous nous rencontrions. » Mercredi matin à 6 heures, Randy Cummings appela Christopher. « Monsieur, la voix de Cummings était épuisée. S'il vous plaît, arrêtez cela. Nous abandonnons, passez-moi Robertson. » Il y eut une pause, des bruits de mouvement, puis la voix de Gregory Robertson, dépouillé de son arrogance habituelle. « Que voulez-vous? Je veux parler à votre fils, face à face. »
Ce soir, vous êtes fou si vous pensez... Vous avez deux choix, interrompit Christopher. Vous pouvez me donner ce que je veux, ou je peux continuer à déchirer votre vie pièce par pièce. Le choix est vôtre. Mais je vous promets, cela ne se termine que d'une façon... Le silence s'étira. Puis, si j'accepte, vous nous laisserez tranquilles. Si vous acceptez, j'arrêterai de détruire votre compagnie et votre réputation. Ce qui se passe après que j'ai parlé à Corey dépend de ce qu'il dit. Il aura une sécurité présente. Un garde, Randy Cummings. Pas d'armes. Comment sais-je que vous ne le tuerez pas? Vous ne le savez pas, dit Christopher honnêtement. Mais considérez ceci, si je voulais Corey mort, il le serait déjà. Je veux autre chose. Quoi? La justice? Dit Christopher. La vraie justice. Pas le genre. Une autre longue pause. Ce soir, Toyon-Hor, la maison, j'y serai, dit Christopher, et raccrocha. Il avait 12 heures pour se préparer à la conversation la plus importante de sa vie. Chapitre 8. Le règlement de compte. Christopher arriva au manoir Robertson à 20h53 mercredi soir. La grille était ouverte, les terrains étaient éclairés, mais calmes. En marchant dans l'allée, il compta seulement 2 membres du personnel de sécurité visibles, une réduction dramatique par rapport à la petite armée qui avait été là des jours auparavant. Randy Cummings le rencontra à la porte. Le chef de la sécurité semblait avoir vieilli de 5 ans en 3 jours. « Il est dans le bureau », dit Cummings. « Je serai dans la pièce, mais je n'interviendrai pas à moins que vous ne deveniez violent. Je ne suis pas ici pour le blesser, » dit Christopher. « Pas physiquement ?» Cummings le guida à travers le manoir jusqu'au même bureau où Christopher avait rencontré Gregory Robertson, mais cette fois, c'était Corey qui attendait, assis dans le fauteuil de son père, essayant de paraître défiant et échouant. De près, Corey Robertson paraissait plus jeune que 24 ans, très doux, coupe de cheveux coûteuse, vêtements de designer, un enfant habillé en adulte. Jouant à être important, vous vouliez parler, la voix de Corey tremblait légèrement. Parlons. Christopher s'assit en face de lui. Cummings se positionna près de la porte. Tendu mais professionnel. « Connaissez-vous le nom de ma femme ?» demanda Christopher. Corey cligna des yeux. « Quoi? La femme que vous avez tuée? Connaissez-vous son nom? Linda quelque chose? Morris. Linda Morris. Parlez-moi du moment où vous l'avez heurtée. » Le visage de Corey pâlit. « Je n'ai pas... » « Si, vous devez... » La voix de Christopher était d'acier. « Vous lui devez au moins cela. Dites-moi exactement ce qui s'est passé. » Corey regarda Cummings, qui n'offrit d'aucune aide, puis revint vers Christopher. « J'allais rencontrer des amis, je textais, j'ai levé les yeux, et elle était là. J'ai essayé de freiner, mais sa voix se brisa. C'est arrivé si vite. Vous rouliez à 72 dans une zone à 48 Guilherla. Vous avez grillé un feu rouge. Vous textiez en conduisant une supercar à travers une intersection animée. » Christopher se pencha en avant. « Ce n'est pas vite. Ce n'est pas un accident. C'est de la négligence. C'est un homicide involontaire? » « Je sais, » murmura Corey. « Le savez-vous? Parce que votre père m'a offert de l'argent pour oublier cela. Il a dit que ma femme était insignifiante. Il a menacé de me détruire si je ne prenais pas l'argent et disparaissais. Je ne lui ai pas dit de dire cela. Mais vous l'avez laissé faire, » interrompit Christopher. « Vous l'avez laissé embaucher des avocats pour blâmer ma femme. Vous l'avez laissé payer vos victimes précédentes. Vous l'avez laissé vous protéger des conséquences toute votre vie. » Il sortit son téléphone, montrant à Corey des photos de Christine Shields dans son fauteuil roulant. « Vous souvenez-vous d'elle ?» Corey regarda la photo et tressaillit. « Oui. Et lui, une photo de Gary Russell avec sa jambe endommagée. Et elle, Laetitia Payne avec ses cicatrices chirurgicales. Oui. Je me souviens de tous. » Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Corey. « Je me souviens de tous, et je me hais pour cela. »« Bien, » dit Christopher froidement. « C'est un début, mais ce haïr n'est pas suffisant. Vous devez faire face à des conséquences réelles, une vraie punition. »« Je vais en prison ?» dit Corey misérablement. « Mon avocat dit qu'avec la couverture médiatique, ils ne peuvent pas la faire disparaître. Je risque 5 à 10 ans. Pas assez. Que voulez-vous de moi ?» La voix de Corey monta. « Vous avez détruit la compagnie de mon père, terrifié tout le monde ici, fait de moi un symbole national de privilège. Que voulez-vous d'autre ?» Christopher fut silencieux un long moment. « Je veux que vous compreniez quelque chose. Ma femme était la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle a survécu à un mariage abusif, a reconstruit sa vie, a aidé des centaines de personnes à travers la bibliothèque. Elle m'a fait croire que je pouvais être meilleur que ce que j'étais, et vous me l'avez prise parce que vous étiez trop égocentrique pour poser votre téléphone en conduisant une arme. Je suis désolé, sanglota Corey. Je suis tellement désolé.
Désolé n'est pas suffisant, mais voici ce qui va se passer. Vous allez plaider coupable à toutes les charges. Pas de marché, pas de sentence réduite. Vous allez vous lever au tribunal et admettre tout ce que vous avez fait. Vous allez établir une fondation au nom de Linda, financée avec votre propre argent, pas celui de votre père, pour soutenir les victimes de violences routières, et chaque année, à l'anniversaire de sa mort, vous visiterez sa tombe et lui direz ce que vous avez fait pour être meilleur. Je le ferai, dit Corey immédiatement. Tout cela, et si vous conduisez imprudemment à nouveau, si vous blessez quelqu'un d'autre par négligence, je reviendrai, et la prochaine fois, je ne serai pas aussi miséricordieux. Corey hocha la tête frénétiquement. Je comprends. Christopher se leva. Votre père va essayer de vous protéger. Il va vouloir embaucher plus d'avocats. Trouver plus de failles. Ne le laissez pas. Affrontez cela comme un homme, pas un enfant se cachant derrière l'argent de papa. Je le ferai, murmura Corey. Christopher se tourna vers Cummings. Grégory est-il ici? Dans sa chambre. Il voulait de la distance avec cette conversation. Bien, dites-lui ceci. Son fils a commis une terrible erreur. Mais son fils peut encore devenir une personne décente s'il fait face aux conséquences. Mais si Grégory interfère, s'il essaie d'acheter la sortie de Corey, je reviendrai et finirai ce que j'ai commencé. Je démantèlerai tout ce qu'il a construit, pièce par pièce, et je m'assurerai que le monde entier sache exactement quel genre d'homme il est. Cummings hocha lentement la tête. Je lui dirai... Christopher se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une chose de plus. La Fondation pour Linda, elle devrait financer des programmes de littératie et du soutien pour les survivants de violences domestiques. Ce sont les causes qui lui tenaient à cœur. Je m'assurerai que cela arrive, dit Corey, la voix brisée mais sincère. Christopher quitta le manoir sans regarder en arrière. En s'éloignant en voiture, il sentit le poids de la semaine passée commencer à peser sur ses épaules. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une exhaustion profonde. Il avait gagné, il avait obtenu justice pour Linda, mais cela ne ressemblait pas à une victoire, cela ressemblait à de la survie. Chapitre 9. Le disparu. 3 mois plus tard, Christopher se tenait à la tombe de Linda au Eastern Cemetery. Le printemps commençait à toucher Portland, apportant du vert aux vieux arbres qui ombrageaient les pierres tombales historiques. « Je l'ai fait », dit-il calmement à la stèle en granit. « Je les ai fait payer ?» Corey a plaidé coupable. Pas de deal. Il a eu 8 ans. L'action de la compagnie de Grégory n'a toujours pas récupéré. Les poursuites civiles de votre cas et des victimes précédentes le ruinent. Il marqua une pause. Cela devrait faire plus de bien que cela. Mais ce n'était pas le cas. Linda était toujours partie. La justice était un réconfort froid. Christopher avait tenu sa parole de ne tuer personne, bien que cela ait été tentant. Il y avait eu des moments pendant ces 72 heures où il aurait pu tout terminer violemment. Mais Linda n'aurait pas voulu cela. Elle l'avait aimé parce qu'il avait choisi d'être meilleur, donc il avait été meilleur. À peine, Monsieur Bullock, Christopher se tourna. Randy Cummings se tenait à une distance respectueuse, tenant un petit bouquet de fleurs. « J'espère que cela ne vous dérange pas, » dit Cummings. « Je voulais rendre hommage. Vous avez quitté, » observa Christopher, « le jour après votre départ. J'ai réalisé que je protégeais un homme qui ne méritait pas de protection. » Cummings s'approcha de la tombe, posant ses fleurs à côté de celles de Christopher. « J'ai entendu que vous quittez Portland. Trop de souvenirs ici. Où irez-vous » Christopher sourit légèrement. « J'ai vécu dans 47 pays. Je trouverai un endroit tranquille. Peut-être serai-je à nouveau bibliothécaire. Linda aimerait cela. La fondation est réelle, dit Cummings. Corey a mis 2 millions de son propre argent. Elle a déjà financé 3 programmes de littératie et 2 refuges pour violences domestiques. Bien. Il écrit aux victimes, Christine, Gary, Letitia, s'excusant, demandant s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour aider. Il semble genuinement changer. Les gens peuvent changer, dit Christopher. Linda m'a appris cela. Ils restèrent silencieux un moment, puis Cummings dit « Je voulais aussi m'excuser. Je faisais mon travail, mais j'aurais dû voir ce qui se passait. Non, j'aurais dû affronter Grégory plus tôt. Vous avez fait la bonne chose à la fin. C'est ce qui compte ?» Cummings hocha la tête et se tourna pour partir. Puis s'arrêta. « Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez démantelé sa sécurité, pénétré ses systèmes, entré dans sa tête, je n'ai jamais vu quelque chose comme cela. Et j'ai travaillé avec les meilleurs. J'avais de bons professeurs, dit Christopher, et une motivation puissante. Je suis content que vous n'ayez tué personne. Moi aussi, dit Christopher honnêtement. Linda n'aurait pas voulu de sang. Elle aurait voulu la justice. Le changement, l'espoir. Il regarda sa tombe. J'ai essayé de lui donner cela. Après le départ de Cummings,
Christopher passa 1 heure de plus à la tombe, disant au revoir. Il avait vendu son appartement, donné la collection de poterie de Linda à la bibliothèque et arrangé pour que son club de lecture continue en son nom. Il avait payé les funérailles d'une femme qui était morte seule, une cliente de la bibliothèque que Linda avait befriended. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour honorer sa mémoire correctement. Maintenant, il était temps de disparaître à nouveau. Cette fois, cependant, il ne fuyait pas qui il avait été, il courait vers quelque chose de meilleur, un endroit tranquille, où il pourrait travailler dans une bibliothèque, aider les gens à trouver des livres, peut-être trouver une mesure de paix. « Je t'aimerai » dit-il à la tombe, « je t'aimerai toujours, et je promets, je continuerai à essayer d'être l'homme que tu croyais que je pouvais être. » Il s'éloigna du cimetière alors que le soleil se couchait sur Portland, projetant de longues ombres sur les vieilles pierres tombales. Christopher Bullock avait été beaucoup de personnes dans sa vie, une arme, un fantôme, un tueur, un bibliothécaire, un mari. Maintenant, il serait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction, c'était forcer les gens à devenir meilleurs. En quittant Portland pour la dernière fois, le téléphone de Christopher vibra avec une alerte d'actualité. Corey Robertson avait été transféré en prison d'État pour commencer sa sentence. L'article incluait une citation de la déclaration de Corey « J'ai pris une belle personne à ce monde par ma négligence et mon égoïsme. Je passerai le reste de ma vie à essayer de gagner le pardon que je ne mérite pas. » Christopher se permit un petit sourire triste. Ce n'était pas assez, cela ne le serait jamais, mais c'était quelque chose. Linda aurait dit que c'était un début. Et peut-être, juste peut-être, elle aurait été fière de la façon dont il avait honoré sa mémoire. Pas avec la violence, bien qu'il en ait été capable, mais avec une justice calculée, parfaite, mesurée. Le prédateur s'était éveillé, avait chassé et avait gagné. Maintenant, il était temps pour lui de dormir à nouveau dans un nouvel endroit tranquille, sous un nouveau nom tranquille. Christopher Bullock disparaissait, mais le souvenir de Linda Morris et la justice faite en son nom resteraient. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, cela m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous y verrai. What was I saying? Oh, dude, there was this one guy who I am the biggest fangirl, so I go up to a ton of people when I go to cons and I actually talk to them first. But I went up to this one very tall Leon cosplayer. Thank you for the sub. Happy to see you too. But I went up and I was like, hey, can I take a photo with you? Like, your cosplay's so cool. And he was like, oh my goodness, you too. And we took a photo, and then I was like, if I post this on my story, where can I tag you? And he was like, he gave me his Instagram, and I was like, yay. And I was putting it in, and he was like, geez, I almost would have thought you were Quinn or something. Your cosplay's so good. And I was like, I am Quinn. And he was like, oh, like the Quinn? And I was like, Quinn Dina wannabe. Like, yes. And he was like, what? And then he joked that he had to take more photos with me to clout chase. And I was like, okay. But it was funny. I don't have a lot of energy. It was funnier in person. Let's see, Dave. Okay. Unfortunately, he is now just a body. I don't know where his head went. I don't know. Thank you for the sub. Thank you so much. But, yeah, I don't know where the head went. I'm actually sad about it. I found the head, and then it was bodiless. Then I found the body finally. Now it's headless.
And I've cleaned my whole room. Like, I unpacked everything from every corner and nook of my room, and I reorganized it to be better. Hi, Layla. I have to yawn and burp and hiccup at the same time. It's canceling itself out, though. No, it didn't. Thank you so much for the subs. For the 5 subs. Thank you so much. Thank you. Does my sister already have a driver's license? Yes, she does. So she drove me. And we went together. And then we got Korean corn dogs after. And if you've never had a Korean corn dog, you are missing out. I promise you. They are delightful. I might close my curtain. I don't. It's making like. It's like lighting this half my face. It's okay. We stopped along the way and she was gonna kill me because she was so hungry. So I was like, Korean hot dogs. I see a shop right there. You missed me at the con? Oh no. What day were you there? I wanted to go more days, but I was at the No Kings protest on Saturday, and then I was cleaning up. I was like, I had this giant ass trash bag, and I am annoying about it, or a perfectionist, where I literally dig through. They were just like, hey, let's clean up after so that people don't associate the protest with like leaving a mess behind. Thank you so much for the 5 subs. Oh my god. I feel so lucky right now. I'm like, thank you so much, you guys. Good morning, Kaylin. Guys, everyone tell Kaylin good luck at school today. But, what was I saying? Oh, but I'm super picky. Like, I sift through